Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vous présente Yann Thibault. Bonjour Xavier. Donc Yann est actuellement animateur du Festistage d'écologie intérieure. Je découvre l'écologie intérieure avec beaucoup d'intérêt et de passion, avec de nombreux outils pour mieux vivre ses émotions, pour les transmuter. Yann saura tout à fait mieux expliquer ça que moi. Yann, qu'est-ce que l'écologie intérieure et qu'est-ce qu'elle peut apporter à des gens qui veulent s'épanouir dans la vie et qui rencontrent aussi des obstacles dans ce cheminement? Eh ben, merci Xavier de me donner l'occasion d'expliquer ce que j'appelle par écologie intérieure. Bon, l'écologie, on sait ce que c'est, on en parle beaucoup dans les médias en permanence. C'est la science, puis maintenant avec l'écologie politique, l'art, pourrait-on dire, de protéger la nature et l'environnement. Ce que j'appelle écologie intérieure, c'est la même attitude, mais cette fois par rapport à soi-même, par rapport à son propre monde intérieur ou sa nature. Et donc ça consiste à redevenir naturel et spontané, alors même qu'on a appris à ne plus l'être et à se contrôler, et donc à adopter un certain nombre de comportements stéréotypés. Donc ce que j'appelle écologie intérieure, c'est la redécouverte de notre nature, de notre naturel et de notre spontanéité aux 5 niveaux de l'être humain, le plan corporel, le plan énergétique et sexuel, le plan émotionnel surtout, le plan intellectuel et le plan spirituel. Donc développer l'ensemble de sa nature alors même que dans beaucoup d'approches, on va diaboliser certaines fonctions pour en privilégier d'autres. Bon, par exemple, dans la religion catholique autrefois, le corps et la sexualité c'était affreux. Hein. Les matérialistes ignorent et nient l'être spirituel. Dans le New Age et le développement personnel, on va privilégier le sentiment au détriment de l'intellect. Moi je pense que notre nature dans sa totalité, dans son intégralité, a vocation à s'exprimer et donc ce que j'appelle écologie intérieure, c'est respecter et manifester l'ensemble de sa nature par le biais de ce que j'appelle des processus spontanés. Donc au lieu de se contrôler, s'abandonner à un certain nombre de fonctions naturelles oubliées. Donc par exemple, tu parlais des émotions, ce qui nous bloque, c'est un certain nombre d'émotions négatives, peur, tristesse, colère, culpabilité. Et je me suis rendu compte, après avoir fait de très nombreuses recherches dans le domaine des psychothérapies et de la spiritualité, que pour se libérer de ces émotions, il fallait les laisser vivre. Pas seulement les laisser s'exprimer, mais les laisser être, et par un phénomène quasi miraculeux, et pourtant très simple et très naturel, très spontané, ces émotions peuvent se transformer en sagesse, en bien-être et en puissance de vie, en sérénité. Et donc c'est ce processus qui est le cœur de l'écologie intérieure et qui va permettre de réguler, harmoniser l'ensemble de nos fonctions, puisque les émotions affectent à la fois notre corps, notre sexualité, nos émotions bien sûr, mais aussi notre intellect et notre être spirituel. Donc la guérison ou la transmutation des émotions problématiques, c'est vraiment le cœur de l'écologie intérieure et qui permet de réguler encore une fois et d'harmoniser notre nature. Oui, j'ai pu tester une méthode émotionnelle où il fallait exprimer ses émotions et j'ai l'impression que les gens nourrissaient cette émotion puissance 10, puissance 10 000, mais de séance en séance, je n'avais pas l'impression qu'ils s'en libéraient plus que ça, quoi. J'ai l'impression qu'ils s'identifiaient trop à leurs émotions. Et toi, ce que je trouve intéressant, j'ai testé du coup ta transmutation émotionnelle, tes exercices de transmutation émotionnelle, où tu nous proposes à la fois de vivre une émotion, de voir le lien avec le passé, ce qui est hyper classique en psychothérapie, le truc hyper connu, et de vivre cette émotion tout en l'observant, donc sans s'identifier, et grâce à la respiration, à l'expire, l'émotion se transmute, et on observe qu'est-ce que ça va changer dans notre vie à présent et dans nos croyances. Donc c'est un exercice super intéressant. Je le proposerai en atelier à Paris, il y a le groupe Meetup en bas de la bannière YouTube. C'est vraiment un outil que tu, du reste, transmets dans tes livres. Je crois que ça doit être dans ton premier livre. Deuxième. C'est dans le second. Donc tu as au moins 50 exercices dans ton second livre. Non, dans chaque livre, il y a 22 ou 24 exercices. C'est ça, qu'on peut faire chez soi en autonomie, puisque un des aspects d'écologie intérieure, c'est de développer l'autonomie. C'est pas être toujours dépendant de quelqu'un pour travailler sur soi, etc. Ce que j'ai très apprécié dans ton approche, c'est effectivement de se libérer de la pensée idéologique,
c'est-à-dire de se coller un savoir religieux, spirituel ou une idéologie à son comportement et donc de se forcer à se conformer à cette idéologie, ce qui est une violence envers soi-même. Moi, c'est ce que j'ai pu expérimenter pour moi. Toi, tu appelles plus à une liberté de penser et à se dégager d'une pensée idéologique, donc qui est liée aussi à un manque de confiance en soi. C'est-à-dire je rends mon autorité à un enseignement parce que je n'accepte pas de penser par moi-même ou d'assumer mes propres décisions, mes propres choix. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié ça dans ton approche. Et tu proposes aussi de se libérer de la pensée émotionnelle. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite fenêtre autour du non mental dans pas mal de spiritualité de notre époque, on lutte contre le mental. Je suis aussi pas d'accord contre cet aspect-là. Je trouve qu'on a un mental, c'est pour s'en servir. Est-ce que tu peux étayer ton point de vue sur ce sujet, s'il te plaît, Yann? Merci beaucoup Xavier. Bon, plusieurs points, je reviens sur plusieurs points. Donc tu as dit qu'il y a beaucoup de pratiques sur l'émotion. On va exprimer l'émotion éventuellement à quelqu'un, alors que le point important n'est pas d'exprimer l'émotion, mais de la ressentir et de la vivre physiquement. Et en laissant se produire ce que j'appelle les manifestations spontanées, naturelles, physiques de l'émotion. Donc effectivement, sur l'expire, l'émotion se transmute. Ça fait comme une espèce de soupir de soulagement, mais c'est un processus naturel. Et il n'y a pas que la respiration. Peuvent arriver toutes sortes de manifestations physiques de l'émotion, des bâillements, des tremblements, je ne sais pas, des spasmes, des crispations. Donc on laisse se produire tout ce qui vient, mais sans être identifié à l'émotion, en la laissant se produire naturellement, sans la refouler, sans la forcer non plus. Bon, le deuxième point sur lequel, que tu abordes, c'est la question de l'autonomie de pensée et de la pensée critique. Effectivement, dans les milieux spirituels, la pensée et le mental sont les ennemis. Moi, je pense que c'est un complet contresens. C'est une mauvaise traduction du sanskrit manas, parce que le nom mental vient de l'hindouisme et du bouddhisme, à l'origine du taoïsme, et ça n'a pas du tout le sens que l'on croit. Le sanskrit manas signifie mental conditionné par deux choses, conditionné par les émotions et conditionné par les idéologies. Donc il ne s'agit absolument pas de ne pas penser dans le non mental, mais de penser réellement par soi-même, connecté à son cœur, à son ressenti, et pas dans une pensée conceptuelle, abstraite et coupée du réel, mais une pensée corrélée au sentiment, enfin connectée au sentiment et à l'intuition, d'une part. Et d'autre part, se libérer des idéologies, c'est-à-dire au lieu de répéter ce que tout le monde dit, penser réellement par soi-même, en assumant une distance critique, et comme le font les enfants qui pensent réellement et ne sont pas encore conditionnés par les idéologies et les systèmes de pensée. Donc si tu veux, je pense que les milieux spirituels se trompent profondément, ils commettent une erreur de traduction et renient la tradition et la grandeur de la culture occidentale qui passe par la pensée. En fait, mon objectif, c'est de réconcilier intellectualité et spiritualité. Et je pense que nier sa culture et nier la pensée est suicidaire et une forme d'auto-sabotage. Donc j'entends réhabiliter, j'aime pas le mot mental parce que moi il n'a aucune signification. Parle-t-on de l'intellect ou parle-t-on de l'inconscient? Le problème est l'inconscient. L'intellect en tant que tel, c'est une fonction qu'il importe simplement d'employer comment dire, de la manière la plus adéquate. Et pour penser librement, encore une fois, il faut penser calmement, donc en dépassant la pensée émotionnelle et en étant connecté au sentiment, d'une part, et d'autre part, au lieu de répéter ce que tout le monde dit, y compris l'idéologie du non mental, penser vraiment par soi-même, c'est-à-dire avoir une distance critique envers tout. La critique n'étant pas négative, donc je récuse également toute l'idéologie du non-jugement, mais la critique n'étant rien d'autre que l'exercice même de l'esprit, ce par quoi quelqu'un discrimine entre ce qui lui paraît juste et ce qui lui paraît non juste, non vrai, au sein d'un discours ou au sein d'une pratique. Donc cette discrimination, cette lucidité, ce discernement sont absolument fondamentales si on veut être un être humain adulte et pensant, c'est-à-dire authentiquement spirituel. J'entends réconcilier pensée et spiritualité, alors que par erreur de traduction et par un manque d'érudition et de connaissance,
la plupart des Occidentaux pensent qu'il y a une incompatibilité. Je pense qu'il n'y a aucune incompatibilité entre les différentes fonctions humaines, mais qu'il est juste et opportun de les employer concurremment et de manière complémentaire. Donc le cœur ne s'oppose pas à l'intellect, et l'intellect ne s'oppose pas au spirituel. Un être humain qui fonctionne normalement et de manière saine emploie, encore une fois, toutes les fonctions humaines, et c'est ce que j'appelle l'écologie intérieure. Ne se couper de rien et tout employer. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai pu rencontrer quelques fois où, par exemple, dans un groupe, on reproche à quelqu'un qui dit quelque chose, on lui dit « Ah, mais t'es dans le mental ». Enfin, c'est vraiment nier l'autre, nier la pensée, et je trouve que ça n'a pas de sens. Donc ça, je me suis bien retrouvé dans ce que tu as pu défendre, et notamment où tu valorises l'héritage historique et culturel de l'Occident, avec les Grecs notamment, la pensée grecque. Donc j'ai trouvé ça vraiment chouette que tu valorises ça et que tu en parles. Il y a un point que j'aimerais aborder, c'est au sujet d'émotions. Tu défends l'idée que nos émotions négatives, culpabilité, impuissance, peur et angoisse, enfin il y a plusieurs familles, et ça vient du passé. Quand cette émotion ressurgit dans le présent, cette émotion en fait a été déclenchée dans le passé. Euh, Est-ce que c'est vraiment toujours vrai? Est-ce qu'il n'y a pas des peurs? Par exemple, j'ai du mal à trouver un exemple, honnêtement. J'ai essayé de trouver un exemple de peur dans le présent, je n'ai pas trouvé jusqu'à présent. Est-ce que tu pourrais en tout cas étayer ton point de vue sur le fait que toute émotion négative vient du passé? C'est un peu le béaba hein, de ce que connaît tout accompagnant et tout thérapeute dans le domaine psychologique que de savoir que l'émotion douloureuse vient du passé et que c'est précisément de l'enfance en particulier, de la petite enfance, voilà. Et c'est l'illusion, c'est précisément l'illusion des gens qui n'ont pas cette culture psychique que de croire que leurs émotions viennent du présent. Et c'est précisément parce qu'on croit que la peur, la tristesse, la colère ou la culpabilité vient de la situation de la personne du présent qu'on ne s'en sort pas. On s'en sort pas. Parce que si on pense que, par exemple, je suis énervé par toi parce que tu m'aurais agacé, tu m'aurais dit quelque chose qui me déplaît, je n'ai aucune solution, puisque le problème vient de toi ou de la situation. C'est lorsqu'on se rend compte que nos émotions nos émotions douloureuses, je ne parle pas des émotions positives, nos émotions douloureuses, notre panel d'émotions douloureuses se sont mis en place dans notre petite enfance, qu'on se rend compte que c'est une illusion qui nous fait nous énerver ou nous apeurer ou nous attrister devant les personnes, situations du présent. Et là, on a une solution. Parce que le problème ne vient pas de l'autre, mais de soi. Si j'ai une émotion, elle m'appartient, elle vient de mon inconscient, de ma propre histoire personnelle. Et à partir de ce moment-là, je peux agir sur cette émotion, la vivre, la laisser se produire, de sorte qu'elle se transmute en sagesse, en calme, en sérénité, en puissance de vie. Bon, les cas où il y a des émotions créées à l'âge adulte sont rarissimes. Bon, il s'agit de traumatismes graves dus à des situations ce qui génère ce qu'on appelle le stress post-traumatique, bon, dans les situations de guerre, de torture, etc. Mais ce n'est pas ce que vivent les gens que j'ai rencontrés moi dans ma vie. Je n'ai jamais rencontré de cas comme ça. Et j'ai toujours observé que chez moi-même, comme chez les personnes que je fais travailler, les émotions douloureuses viennent de l'enfance, de la petite enfance, de la vie intra-utérine ou d'avant, mais pas du présent. Ça change tout. Ça nous redonne pouvoir. Et quand on se rend compte que mes émotions, si je me rends compte que mon émotion du présent vient du passé, alors à ce moment-là, je prends conscience d'une mémoire qui peut donc être guérie. Tandis que si je pense que ça vient du présent, et je vais m'énerver, pleurer, me lamenter, avoir peur sans fin, il n'y a pas d'issue possible. Je mettrai en bas de la vidéo le protocole pour se transmuter une émotion douloureuse, si tu es d'accord. Alors, à savoir que la transmutation est un processus naturel. Oui. Mais que, par contre, si on utilise le scénario de guérison, qui facilite ce processus naturel, là, il s'agit effectivement d'un protocole. D'accord. Est-ce qu'on peut citer cet exercice avec ton livre, ton site internet, ça te va de diffuser la méthode? J'ai essayé donc plusieurs fois ces derniers jours cette méthode. Effectivement, je suis remonté à des émotions de la prime enfance.
Et ça a bien marché, enfin je sens que je me transforme, je ne peux pas tout détailler ici maintenant, mais effectivement j'atteste qu'il se passe vraiment quelque chose et puis je ne suis pas le seul au stage à le constater. Voilà, c'était une brève introduction à l'écologie intérieure. Vous avez les livres de Yann, il y a aussi son site internet écologieintérieure.org. Tu en as un second, je crois. Ah non, non, non. Non, c'est le seul. Voilà, donc il y a déjà, vous aurez pas mal de ressources. Yann fait un stage aussi prochainement en septembre à l'éco-village, en octobre, Sainte-Camelle. Bon, vous allez vous tenir au courant assez facilement. Je vous invite vraiment à y aller, c'est très très intéressant, très pragmatique, très simple, très évident. C'est une perle, voilà, je vous partage une perle, clairement, très clairement. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire. Merci Yann pour tout ton travail et merci à vous. N'hésitez pas à commenter, vous avez peut-être des questions, à joindre Yann, il sera disponible pour vous répondre. Voilà. Merci beaucoup Xavier. Donc je précise que mon site c'est écologieinter.org et que les stages sont en rubrique événements. Donc, cliquez sur événements. Merci beaucoup. Merci Yann.